plutôt quelque chose qui va raconter un petit peu mon parcours, et puis ça s'inscrit dans le cadre donc, du monde vibratoire et justement de l'aspect de l'information. Et donc sur les perceptions, tout mon parcours pendant ces 30 années liées aux perceptions. Bon, avant ce n'était pas le cas, du moins je ne pense pas. Petit, je ne peux pas dire si j'étais sensible, si j'étais probablement, mais voilà. Bon, avec quelques petits traits autistiques quand même que je ne lis pas, et donc c'est clair que c'est peut-être lié à ça. Mais les études m'ont conduit à être plutôt assez cartésien. Donc c'était plutôt les perceptions, c'est bien, du moment qu'on peut vérifier que c'est une réalité. Donc tout mon parcours a été de trouver les moyens d'améliorer les perceptions et de toujours m'accrocher à la réalité tangible, pragmatique. Voilà. Donc perception, réalité ou illusion, oui, bon, ça c'est le titre. Alors ça a commencé quand j'avais 30 ans avec la radiesthésie, c'est même 95 en réalité. Et donc j'ai mis que c'était découvrir, donc, parce que je ne connaissais rien à tout ça, c'était un monde totalement inconnu. Moi j'étais architecte, voilà, pur et dur, voilà. Même si c'était pas l'architecture moderne et autre chose, mais plutôt postmoderne. Mais enfin, j'étais pas du tout de cette mouvance. Et après, je me suis ouvert à la radiesthésie. Bon, j'ai vite compris que le pendule il tournait pas tout seul, déjà. Et donc c'est bien le bras qui fait tourner donc bien la personne. Donc bien sûr, c'est pas une méthode, on va dire, rigoureuse, scientifique, et qu'on peut prouver. Mais à force de faire plein d'expériences et d'exercices, je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à trouver pas mal de choses, retrouver des objets, découvrir des choses, des réponses à des questions, et puis que c'était vrai. Donc moi j'ai toujours cherché à confronter avec la réalité. Et donc, même si c'est pas scientifique, je voyais quand même que c'était au-delà du hasard total. C'est tout ce que je pouvais dire. Un peu plus que le hasard total. Mais ça ne me suffisait pas, parce qu'un peu plus, c'est pas assez pour moi. J'ai aussi développé des cadrans de radiesthésie. D'ailleurs, celui que vous voyez là, c'est un que j'ai fait il y a 30 ans, et je l'ai retrouvé sur Internet de quelqu'un qui l'utilise. Moi-même, je ne les ai plus depuis très très longtemps, parce que je n'ai pas pratiqué très longtemps la radiesthésie. Donc c'est intéressant de voir qu'il y en a plein qui l'utilisent encore. Je reconnais mon vieux logo de génie du lieu. Et on me trouve par-ci par-là, dans certains domaines, mais surtout la géologie, bien sûr, parce que c'est là que j'ai développé une centaine de cadrans pour analyser les bâtiments. Et puis l'antenne de l'Escher, c'est venu juste après, parce que c'est vrai que quand on est sur le terrain, le pendule, c'est pas très pratique pour se déplacer. On en convient, parce qu'on bouge et voilà, ça va pas, quoi. Donc l'antenne, c'était très bien pour ça. Et j'ai fait beaucoup de recherches à l'antenne de l'Escher, des fois sur des kilomètres. Je cherchais même les champignons, donc je disais, bon ben voilà, alors un bolet, le bolet c'est la fréquence 7 ans, je me tourne sur moi, tac, ça dit que c'est dans cette direction, et puis je compte les mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, alors 15 mètres, 15 mètres, 16 mètres, 16 mètres, 16 mètres, ok, j'avance 16 mètres, l'antenne elle plonge, et puis je soulève les feuilles, il y a un bolet, et puis je parcours toute une forêt comme ça, la récolte était de 5 kg, c'est en Valais. Puis, donc, bon. Donc ça veut dire qu'on peut croire ou pas croire que c'est scientifique, mais quand même le résultat, bah, il y a les bonnets, quoi. T'as eu du donc, bol, ouais. Hein, t'as eu du bol. j'ai eu du bol. Non, mais c'est pour dire que, ouais, je sais très bien que c'est pas une méthode rigoureuse, mais les trouvailles ont été quand même assez importantes. Donc, et qu'on pouvait reproduire, quoi, parce que les bolets, c'était pas que un. Donc, voilà, après, bon. Alors voilà pour l'aspect de la radiesthésie, surtout avec bon, le pendule au début et l'antenne de l'Escher après. Mais que je tenais en main sans m'occuper de la graduation. Après, j'ai passé aux perceptions, parce que comme sachant que en fait, tout ça c'est lié plutôt à la personne et pas à l'instrument, en fait l'instrument c'est qu'un amplificateur, c'est tout quoi.
Donc il vaut mieux développer ses propres perceptions. Alors je suis arrivé à cette histoire de tube extrasensoriel. Bon, c'est pas de moi à l'origine, puisque c'est Tongvalo Melchisedek, que certains connaissent peut-être avec l'ancien secret de la fleur de vie. Il est connu surtout pour ça. Il est toujours vivant d'ailleurs, il fait toujours ça. Et donc il avait parlé de 3 tubes, et donc ça m'avait un peu intéressé. Je l'ai même rencontré finalement à Paris. Il y avait 2000 personnes, et lui, il voulait voir personne après sa conférence, et il y avait des gardes du corps qui étaient là devant la scène pour que personne ne puisse passer. Donc moi j'ai mis ma cape d'invisibilité, j'ai passé à travers les gardes du corps, et puis j'ai dit lui dire bonjour. Puis il m'a dit mais comment vous avez traversé ça? Je dis bah, moi je sais faire des choses que voilà, bon. Puis du coup ça avait été très intéressant. Puis je lui ai dit mais pourquoi tu dis pas qu'il y a plus que 3 tubes? Il dit ouais mais les 3 tubes c'est déjà important, les autres c'est un peu plus secondaire, effectivement, c'est d'autres capacités. Donc ces tubes correspondaient à en fait l'extension de nos 5 sens, plus le 6e sens, et donc et là on pouvait accéder à d'autres choses. Alors les tubes c'était assez impressionnant, fait beaucoup de recherches là-dessus, beaucoup utilisé. Moi j'avais surtout le tube lié à la claire information et puis la claire vision, enfin, essentiellement claire vision, claire information, un peu moins les autres, même s'il y a eu de la clairaudience à un moment donné. Mais ça, c'est un peu chiant, clairaudience. Parce que vous entendez les pensées des autres et c'est totalement chiant. Donc, j'ai pas tenu longtemps avec ça. Je crois que j'ai fait 6 mois avec la clairaudience. Moi, j'ai dit non, zut, j'arrête. C'est pas supportable. Voilà. Mais, et je répondais aux questions que les gens se posaient dans leur tête. Quoi. Et quand les gens pensaient quelque chose de moi, je l'entendais et donc je leur disais non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Du coup, ça surprend parce que les gens ils croient qu'on ne peut pas les entendre, et en fait on les entend quand même. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas, puis ça fait quand même des interactions avec les gens qui sont des fois un peu bizarres. Et puis j'ai surtout développé la clairvision parce que ça permet de voir quand même à travers des murs. J'ai impressionné même des scientifiques avec certaines expériences. Donc je ne sais pas si les tubes existent, j'en sais rien, mais enfin on peut les mesurer, on peut les utiliser. On voit que c'est très performant. Je fais de traverser des villes, je dis voilà, je suis là, je dois aller à cet endroit, et en fait, je crée un tube qui allait à l'endroit que j'avais prévu, et je suivais le tube avec la voiture. Donc j'ai traversé tout Zurich sans... Comme ça, j'ai à gauche, à droite. Ah non, mais le tube il est de ce côté, quoi. Je partais de l'autre côté, et voilà. Alors on peut dire que ça n'a pas de réalité, mais au final, c'était très très utile. Voilà, c'était... Après, j'en ai fait mon métier, parce que la clairvoyance, évidemment, pour la géologie, c'était très pratique, quoi. Et puis le nombre d'objets trouvés sous terre, dans des murs, enterrés, dans les... Voilà, donc... je l'ai toute une collection, d'ailleurs même à la maison, et puis j'en ai parlé beaucoup dans le dernier livre sur la géologie bioénergétique. Donc ça c'était la période des tubeurs. Tout le monde voulait avoir des tubes. Mais est-ce que j'ai un grand tube, un petit tube? Est-ce qu'il est actif, il n'est pas actif? Alors on mesurait, on regardait si ça bougeait pas. C'est ces pulsations que... Bon, c'était peut-être des battements de cœur, je ne sais rien, ou peut-être c'était lié à... Vous savez, le crânio-sacral, c'est peut-être aussi ça. Bon, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Donc tout le monde voulait avoir des tubes énormes pour avoir des dons. C'était la course à celui qui avait le tube le plus grand. Bref, je ne vous dis pas. Mais vous voyez, quand on a 35 ans, 40 ans, c'est un peu normal, quoi. Après, j'ai quitté un peu tout ça en mettant en place la méthode de mesure bioénergétique qui a un peu fait le tour du monde et que j'ai vraiment développé au point d'être très très efficace. Donc là, la probabilité de trouver quelque chose, c'était pas juste au-delà du hasard total, c'était des 10 puissance desquelles c'était juste énorme, quoi. Donc j'ai fait des expériences avec les scientifiques pour retrouver des choses cachées, mettre des choses dans un ordre que
de détecter les vibrations de produits incolores, de trucs, voilà, beaucoup d'expérience. J'ai servi de cobaye pendant longtemps. Bon, après, je me suis rattrapé parce que pour mettre au point tout ça, j'ai utilisé pas mal de stagiaires comme cobaye pour développer ma méthode. Donc c'est donnant. Voilà. J'ai impressionné les scientifiques, mais ça n'a jamais rien donné de plus. Ça n'a pas débouché sur d'autres choses, sur des collaborations. Il faut dire qu'ils étaient un peu embêtés. Parce que évidemment, quand on fait une expérience et qu'on trouve un truc, et puis qu'eux ils ont. Ah non, mais vous vous rendez compte, la propriété de trouver ce truc? Je dis oui, je sais, c'est 10 puissance à quelques, quoi. Je dis voilà, c'est clair, quoi. Mais on n'a pas d'explication, et puis le reproduire, c'est pas facile, et puis je peux pas en parler. Voilà. Donc c'était chaque fois ça, c'est comme ça, je ne peux pas en parler. D'ailleurs, pas mal se sont fait virer après de l'université, parce que voilà, ils menaient des recherches sur des sujets qui m'intéressaient beaucoup, mais qu'eux, ils n'avaient pas le droit. C'était la science, elle n'est pas là-dedans, donc le monde vibratoire quelque part n'existe pas, donc on ferait une recherche sur quelque chose qui n'existe pas. Donc la méthode de mesure bioénergétique, elle était vraiment très très efficace. J'ai fait des statistiques, plein de choses. Il y a même des gens dans cette salle qui ont été mesurés à l'époque, même depuis les années 2000, et puis que j'ai regardé la taille de leur tube, la taille du champ vital, la taille de tout ça. Donc, il y en a qui venaient chaque année se mesurer pendant 10 ans dans des salons comme les dates pour est-ce que mon tube a grandi? Est-ce que... C'était très rigolo, du coup j'ai fait des statistiques pendant des années. Et puis il y a eu le sonotest. Le sonotest, c'est un petit instrument, c'est un peu un diapason, et on entend des choses quand on passe cet appareil dans le corps énergétique, et je me suis dit, ah bah là j'ai vraiment un instrument qui me permet de valider mes perceptions. Alors, ça permet seulement de localiser quelque chose, c'est-à-dire que si le champ vital est à 1 mètre, on entend qu'il y a quelque chose. Au moins, ça rendait audible. Puis en fait, pas vraiment, j'ai été un peu déçu parce qu'après des années de sonotest, j'ai collaboré avec quelqu'un à l'Uni et lui, il avait un logiciel qui permettait de déterminer les ondes sonores à partir de la fréquence. Donc c'était 1938 Hz. Et puis ça faisait une longueur d'onde qui faisait qu'il y avait quelque chose dans l'espace tous les 20 cm. Et donc, quand on le déplace, en fait, il y a une variation tous les 20 cm. Mais ça a prouvé les ondes de forme. Que là où on sent les ondes de forme, c'est là où les ondes sonores se concentrent. Mais sans plus. Tous les 20 cm, quelque chose. Et, me dire quelle est la différence à 1 mètre? À 1 mètre de distance, c'est qu'on sait que c'est là, le corps il capte qu'il y a quelque chose à 1 mètre, et l'oreille change la perception. Donc on entend le son plus fort, parce qu'en fait on l'a déjà capté avant. Mais il n'y a probablement rien. Enfin oui, comme c'est tous les 20 cm, il y a une bonne chose de tomber dessus, mais c'est à mon avis du hasard, quoi. Donc la conclusion du scientifique, c'est que c'était un petit peu le hasard que ça corresponde à l'épaisseur des murs. Mais les ondes de forme, en fait, moi je les ai utilisées en tant qu'architecte parce que je regardais un mur, je disais, le mur il a cette épaisseur-là, et je pouvais donner l'épaisseur au centimètre près, et même il y a des endroits où j'ai dit, il faut creuser ici, parce que là, le mur il fait que 30 cm. Les ouvriers creusaient et ils trouvaient une ancienne porte murée qu'on ne voyait pas. Puis ils me disaient, mais comment vous savez qu'il y a une porte murée à cet endroit? Je dis, parce que je la vois et je la sens, c'est tout. Donc, il y a quand même quelque chose, mais le sonotest ne dit pas que c'est ça. Donc, ça ne prouvait pas que c'était une réalité. Ça n'empêche pas que la chose existe, qu'on la ressent, mais ça ne prouve pas qu'elle est dans une réalité mesurable. Voilà pour le ressenti. Après, j'ai dessiné tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais. Alors là, je me suis donné à cœur joie, parce que dans mes livres, évidemment, c'était un peu l'élément principal. Et c'est surtout ça qui a fait que j'ai été publié tout de suite, quoi. Parce que mon éditeur m'avait dit est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre intéressé à votre livre? Je lui ai dit non, j'ai reçu aucune réponse, il n'y a que vous pour l'instant, j'ai envoyé qu'à 6 éditeurs. Il me dit ah bon, heureusement, parce que votre livre, c'est clair que je l'ai publié, quoi. Je dis bon, tant mieux, quoi. Moi,
revenait pas. J'ai passé une année à écrire, et puis d'un coup, on est publié le premier livre, c'est plutôt assez rare, quoi. Et donc, parce que j'avais tellement dessiné des choses que personne d'autre avait dessiné comme ça avant, quoi. Donc ma force c'était le dessin. Après il a un peu évolué, comme vous pouvez constater. 2008, voilà, je dessinais le champ vital, les sous-couches, certains parasites astraux. 2013, en fait, il y a la couleur qui est un peu arrivée. Oui, je vous explique, parce qu'il y a des phases. Il y a la phase où on détecte quelque chose, on sent que c'est là. Et après, il y a le ressenti intérieur. Et le ressenti intérieur, c'est quelque chose qui va agir dans le corps à un endroit. Et comme le corps correspond, après, divisé en couleurs, les couleurs des chakras, bah, je pourrais dire que ça, c'est cette couleur-là, par ressenti intérieur. Mais le ressenti intérieur était en lien avec le cerveau et ça assure une surimpression de la couleur. Alors moi, je suis un clairvoyant qui doit voir. C'est-à-dire que je ne vois pas si j'ai les yeux fermés. Je sais, ça paraît bizarre, mais je suis un clairvoyant de vue. Donc j'ai les yeux ouverts et les couleurs se superposent à l'aspect physique. Donc si je ferme les yeux, je ne vois plus. Par contre, je sais la couleur. Mais ça, c'est pas clair-vision, c'est clair-information. Alors, la couleur est apparue à peu près vers 2012, donc j'ai plus développé le ressenti intérieur, et donc moins juste l'extérieur, parce que le premier c'est l'extérieur, c'est plus cerveau gauche, l'autre c'est plus cerveau droite. Et puis j'ai commencé à dessiner un peu tout ce que je voyais, puis ça évolue au point d'arriver, vous voyez 2018, c'est un peu plus détaillé. La différence entre les deux, c'est qu'avant, je voyais un truc, je le dessinais, et après j'interprétais ce que je dessinais. Alors, si vous voyez quelqu'un qui a une méduse sur la tête, bah, vous pouvez dire « Ah, t'as une méduse sur la tête, super !» Non, c'est pas super de toute façon, mais bref, ça fait surtout peur aux gens de se dire « Ouais, j'ai une méduse invisible sur la tête. » Voilà, ils prennent un peu peur. Donc j'ai fait peur à beaucoup de gens avec ça, qui venaient voir Catherine après. « Ouais, non, il paraît que puis m'enlever une méduse. » Puis voilà. Et donc, parce que moi j'étais le chercheur, Catherine, c'était plutôt, même si on était encore ensemble, c'est plutôt la thérapeute, donc c'était rigolo. Et puis, à partir de 2017 déjà, surtout 2018, c'est qu'on avait l'interprétation. Alors ça, c'était plus intéressant parce que la perception, je pouvais la confronter avec ce que la personne disait. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce que c'est ça? Est-ce que, voilà. Donc je voyais tout d'un coup qu'il y avait quelqu'un derrière la personne, et puis j'ai dit, ouais, il y a quelqu'un qui est comme ça, et puis des fois j'avais même le prénom. Et là, on sait si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce qu'on dit, s'il y a André qui est derrière vous, c'est dit quelque chose. Et puis que c'était quand vous aviez 25 ans. Ah ouais, alors, il y a 25 ans, il faut que je vous raconte. Et puis là, les gens, ça partait, quoi. Puis les bilans, c'était comme ça, quoi. Donc la confrontation avec la réalité et le retour des gens qui permettaient de dire que, voilà, c'est bien ça, que la perception n'est pas une illusion, mais qu'elle correspond bien à quelque chose de réel, de vécu par les gens. Donc voilà les étapes. Je vous montre la même chose avec la géologie, parce que ça a quand même été une grande partie de ma vie, quand même 25 ans. Et donc, alors il y a des choses qui ont peu évolué, comme vous pouvez voir, les chimies cosmotelluriques. Alors, on voit qu'il y a peu de changements. J'avais d'autres manières d'expliquer les choses, mais c'est vrai que ça, dans la forme, dans l'espace, ça peut évoluer. Juste, il y a eu les couleurs, évidemment. Et puis l'interprétation, parce que je sais que chaque couleur va agir sur quelque chose. Donc, si je mets une cheminée rouge à un endroit, il y aura des réactions chez les gens. Alors, il y a ceux qui vont rien sentir, il y a ceux qui vont dire je me sens pas bien, puis d'autres qui vont dire je me sens super bien, quoi. Il y a toujours toutes les réactions possibles. Mais bon, on voit que si le rouge est comme la relation à la mer, par exemple, et si on met une cheminée rouge à un endroit, on voit les gens petit à petit qui quittent la salle, et on peut dire que les premiers qui quittent, c'est ceux qui ont un problème avec leur mère. Donc, c'est en observant ce genre de choses que je me suis dit, ça a quand même une certaine réalité, en tout cas, ça influence les gens, et il y a des réactions. Même des fois, j'ai mis des fichiers BFS avec de l'alcool, et puis ceux qui ne supportent pas l'alcool, carrément, ils se lèvent et quittent la salle, quoi. C'est juste énorme, quoi. Donc on est totalement influencé par tout ça. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais on ne peut pas en prouver plus. Explique peut-être fichier BFS pour ceux qui connaissent. Un fichier BFS, oui.
C'est des fichiers de la gamme audio, donc, mais c'est juste que c'est pas sonore, enfin on les écoute pas. Le son il passe dans une bobine et ça passe pas dans un haut-parleur, donc du coup il n'y a pas de son que vous pouvez entendre. C'est inaudible. C'est des fréquences. C'est des fréquences. Donc on peut enregistrer des phénomènes et les repasser. Vous aurez des expériences avec ça, il y a toute une série de prévues aussi. Voilà pour les cheminées. Il y en a d'autres qui ont évolué un petit peu plus. C'est les vortex, qui étaient des belles spirales au début, après que j'ai mesuré. Ah oui, ça c'était toute une phase où j'ai mesuré, j'ai tout mesuré. J'ai mesuré l'écartement, la distance, la largeur, la hauteur, super précis. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus complexe que ça, et c'est l'aboutissement en 2023. Et puis je me suis arrêté là. Bon, après, je pense que ça n'a plus trop d'importance, mais on voit que c'est... Alors le phénomène, c'est toujours une spirale si vous regardez, et c'est juste qu'on a 5 l'une dans l'autre. C'est juste la différence. Donc j'ai affiné certains phénomènes. Et puis il y en a qui ont changé carrément, donc ça c'est les courants telluriques, diffraction carrée. Bon. Et comme j'ai dessiné au tout début, et après la phase de mesure, 2008 c'est le livre Bioénergie où j'ai bien tout mesuré, l'effet sur le corps. Alors, l'effet sur le corps n'est pas le phénomène, puisque c'est l'effet. Okay, il y a une petite différence, quoi. Donc du coup, je représente graphiquement l'effet, je ne représente pas le phénomène en lui-même. Donc je ne sais pas comment il est en fait. Je peux seulement décrire l'effet. Et l'effet est reproductible en partie quand il y a différentes personnes. Après, j'ai quand même remarqué aussi que quand je suis là, les gens sentent bien les choses, et quand je suis plus là, ils sentent moins. Donc, à quelque part, ça veut dire que j'influence quand même un peu les gens. Quoi. Même beaucoup. Et puis, 2023, j'ai décrit le phénomène d'une autre manière. Voilà, c'est tout. Mais c'est assez différent. Mais le ressenti elle-même, il n'a pas changé. J'ai jamais mis en cause le ressenti. Si à un endroit, je me sens lourd, je peux aller 30 ans après et je me sens toujours la même chose. Hein, ça n'a pas changé, quoi. Après, j'étais dans le détail. Donc on voit que la première planche, c'est plutôt la représentation des phénomènes là où ils sont. Ensuite, il y a eu l'intensité, c'est l'effet sur le corps. Donc ça donnait une autre image liée à l'effet. Et puis après, il y a eu le ressenti dans le corps qui a donné les couleurs. Donc on a la position, l'intensité et après la fréquence. Donc c'est de plus en plus détaillé. Et donc j'ai séparé dans des graphiques différents. Tout ça c'est dans les livres, c'est pour expliquer qu'il y a eu un peu des étapes dans les perceptions. Maintenant c'est toujours... maintenant je ne peux pas dire parce qu'en fait je ne m'occupe plus trop de ça, donc je ne sais plus trop... Oui, je ressens toujours beaucoup de choses, mais dans les lieux, je me contente de ce qui m'intéresse dans le lieu. Ça veut dire que si j'ai besoin d'être dans un lieu, c'est que c'est le moment pour capter quelque chose et faire quelque chose. C'est pas pour chercher et faire des plans. Je ne vais pas prouver quoi que ce soit ou décider. C'est pour partager avec d'autres personnes, c'est pas pour écrire un livre. Après, oui, il y a eu les élémentaux. Alors ça, c'est tout un sujet, c'est le gros sujet, parce que c'était une grande partie de ma vie. Il faut dire que moi, je suis un peu dans la tradition théosophique, anthroposophique, donc c'est clair que c'est un domaine que... On parle des élémentaux, hein, Rodolphe Chalmers en a parlé aussi, donc voilà. Mais d'une manière que j'ai lu son livre, j'ai rien compris. Bon, je pense que moi, si je lui parlais de ma vue, de ma manière de voir les élémentaux, je ne comprendrais rien non plus. Enfin, peu importe. Donc, il y a eu, de nouveau, les 3 étapes. Une étape on ressentait une forme, une présence à quelque part. Une qui fait le ressenti dans le corps, donc ça donne des couleurs. Peut-être même des mouvements d'énergie dans le corps. Et puis à la fin, il y a une image mentale. Alors, les gens se sont arrêtés à l'image mentale. Voilà, un nain est un nain. Bon, du coup, on ne le confond pas avec une fille, quoi. Mais c'est pas la même énergie.
Alors les gens ont pris ça pour un peu une réalité, que je voyais les nains comme ça. Non, le nain comme ça, je le vois que les yeux fermés. C'est différent. L'image du milieu, c'est les yeux ouverts. Je superpose le ressenti à mon cerveau qui interprète la couleur, tandis que l'autre, c'est qu'une image mentale. Je ferme les yeux et je vois un nain. Bon, il y a une correspondance, hein, parce qu'il a quand même le rouge, le bleu, on est d'accord. Et puis, mais par contre, il a des attributs. Donc les attributs sont symboliques. Pour moi, ça a toujours été symbolique, ça n'a pas été une réalité. Un nain avec une pioche, c'est qu'il fait quelque chose, quoi. C'est qu'il creuse. Donc, si par exemple je détecte, je ne sais pas comment, mais qu'il y a quelque chose d'enterré à quelque part, ben, je rencontre un nain, puis je lui dis tu sais pas où il y a le truc que je cherche? Il me dit ouais, suis-moi. Alors je le suis, des fois je l'ai suivi pendant des centaines de mètres de la forêt, puis il me dit bah c'est là, il faut creuser là. Alors des fois j'étais avec des potes, puis ils me disent bah attends, il n'y a rien ici, tu vas pas trouver quelque chose. Je dis oui, il y a un objet qui est là-dessous, juste là. Et puis après, bah, je creuse et puis je trouve l'objet. Donc je n'ai toute une collection comme ça chez moi d'objets trouvés de cette manière-là. Je peux juste dire que si c'est un nain avec une hache, ou un nain avec une pioche, ou un nain avec une harpe, évidemment qu'ils n'ont pas la même fonction. Les nains, ils ont peur. Hein? Non, les nains, ils n'ont pas de harpe, ils ont des tambours. Et puis, les fées. Donc on voit que d'abord la représentation qui est plutôt liée, on dirait, des créatures de Dark Crystal. Et bon, il y a un point commun, c'est les ailes, mais sinon 2003 c'était noir-blanc. Je voyais des gens qui en couleur, mais bon, je dessinais noir-blanc. Parce que, bon, mes talents artistiques, c'est limité à ça. Après, il y a eu un peu la couleur, mais nouveau une représentation mentale, et puis à la fin, c'est devenu un peu un mélange de tout ça, avec les couleurs et le mouvement de l'énergie dans le corps. C'est un petit peu ça qui a changé, parce que c'est pas seulement là où ça agit, mais comment ça agit. Et ça va de devant à derrière, ça monte, ça descend, ça fait le tour, ça tourbillonne. Du coup, j'essaie de faire un dessin qui représente le mieux ce que je ressens. Mais c'est un ressenti intérieur qui donne l'image. Je ne vois pas ça comme ça. Ni par superposition, ni en fermant les yeux. Et puis après, il a fallu affronter tout ça. Toutes ces créatures, on en fait quoi? Ben voilà. Alors, les entités, comme on dit, entités astrales, plutôt celles qui sont données lieu, parce que 2003, c'était beaucoup lié à la géologie, donc je voyais plein de types partout qui se baladaient à quatre pattes, qui rampaient dans le sol, je ne vous dis pas le monde, on a l'impression qu'on a un délirium tremens, parce qu'on voit les trucs partout, sur les joints, sur les murs, voilà. Bon, du moment que ça correspond à une réalité, parce que sinon on fait vachement peur aux gens avec tout ça. Et puis, bah, ouais, sur les personnes, c'était les paradises astraux. Et puis après, il y a eu la phase des reptiliens. Alors les reptiliens, ça a posé pas mal de problèmes. Oui, parce que après c'était intégré. Alors intégré volontairement. Là, je prends l'exemple de l'entité, donc c'était la vivre, comme j'appelais à l'époque. Et donc Inaki continue à faire de l'incorporation de vivre. Je sais, je le sais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui datent quand même de 2008 que les gens continuent à pratiquer. C'est comme ça, quoi. Je suis un peu désolé pour eux. Moi, je ne crois plus forcément à ce truc-là, mais bon, ça fait quand même de l'effet, ça c'est sûr. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas d'effet. Voilà. Et les entités négatives, ça posait un peu plus de problèmes, puisque chaque entité avait créé un effet, on va dire, négatif, l'autre c'est un effet positif. Et puis que cet effet, il dépend de l'endroit où c'est décroché. J'ai fait un PDF de tout ça, et puis il y a un peu des exemples avec des listes, la liste des peurs, la liste des entités qui correspondent aux peurs. Il sera mis en ligne. Ce sera mis en ligne juste après le congrès. Et puis la fée. Donc ouais, la fée ici, elle est importante parce que c'est fait partie de l'intégration. Et l'intégration de la fée a quand même pas mal changé ma vie, au point de divorcer déjà. Donc c'est clair que voilà, c'est d'intégrer l'énergie féminine, parce qu'avant j'étais plus yang que yin. Après c'est devenu un peu plus équilibré.
Je raconte l'expérience où j'ai les seins qui ont poussé, d'abord le sein gauche, après le sein droite, et donc j'ai pu faire une mammographie pour... et puis heureusement que je connaissais quelqu'un qui était un cousin de ma femme qui était gynécologue, donc il m'a fait passer au CHUV pour aller faire un examen, mais il m'a fait passer un peu en douce parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans le service. Hein. Vous imaginez, donc les femmes étaient là, vous attendez votre femme? Non, c'est pour moi. Hein, c'est pour vous. Bon, voilà, ça fait un peu bizarre. Mais... Et puis donc, je sais ce que c'est qu'une mammographie. Bon, moi, ça me faisait pas mal, mais je comprends que ça fasse mal. Elle m'a dit, je suis au maximum du truc. J'ai dit, oui, bon, ça va, ça va. Puis le deuxième a poussé juste après. J'ai revu la fille, j'ai dit, ouais, ton truc, c'est un peu chiant parce que chaque fois que je levais le bras, je chopais le sein en même temps. Et donc ça me dérangeait. Elle m'a dit, bah, t'inquiète pas, le deuxième va pousser dans un mois. J'ai dit, oh, ok, j'attends. Voilà. Enfin, pour dire ce que j'ai vécu avec l'intégration de la fille, c'était comme un peu spécial. Il y a un chaman qui m'a averti, qui a dit, hey, il y a une fille dans ton jardin, elle est venue pour toi, tu vas l'intégrer. J'ai dit, oui. Donc ça s'est fait quelques mois après. Voilà pour l'intégration. Et après, il y a eu la phase de mesure. Alors, la mesure, c'était la vraie folie, j'ai tout mesuré. Tout ce qui était le frigo, tout ce qui était... Tout mesuré. Tous les produits de toutes les marques, de tous les... Voilà, il y a un petit exemple. Il faut imaginer que c'est des milliers de mesures. J'ai rempli des feuilles, mais je mesurais que l'intensité du champ vital, c'est tout. Voilà, mais mesurer les matériaux, mesurer la nourriture, voilà. Les pensées aussi, donc un peu tout, quoi. Et aller dans le détail de chaque chose, quoi, de chaque phénomène que j'avais observé. Donc je me suis dit, si je peux mesurer tout ça, c'est que ça existe. On ne peut pas mesurer une cheminée et puis dire qu'elle fait 4,53 m et puis qu'elle n'existe pas. Si je la mesure à 4,53 m puis pas 4,55 m, c'est qu'elle est là et qu'elle existe, quoi. Donc j'essayais de me rassurer que tout ce que je mesurais existait. Moi, j'ai continué à faire des variations dans le temps, dans l'espace, enfin un peu tout. La grande folie des mesures. Lors de phénomènes astronomiques aussi, enfin, pour voir comment ça variait. Et après, j'ai voulu le prouver, parce que ça ne me suffisait pas. Le test ne disait rien de spécial. J'étais un peu déçu, et puis j'ai trouvé l'IGA. Alors, c'est un russe, je l'ai connu, ce russe, j'en parle plus longuement dans le PDF, et puis on a fait des expériences de mesure à distance, je lui ai trouvé des sources d'eau chaude en Russie, parce qu'il était de Platigorsk, et donc, c'est une région touristique avec des sources thermales, enfin, c'est à l'intérieur d'un énorme volcan avec une caldeira. En fait, j'ai noté toutes les sources thermales qu'il y avait dans la région. À distance en Suisse, avec son appareil. Il m'a dit, mon appareil ne mesure pas à distance. Je lui ai dit, mais oui. Du coup, j'avais quoi, un pendule électronique, quoi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Ça, c'était les champs de torsion. Donc là, j'avais une dimension supplémentaire, parce que le champ vital disait qu'il était plus grand ou plus petit, tandis que là, ça donnait le champ de torsion. Donc, du coup, j'ai beaucoup développé ça. Et à la fin, je mesurais les choses plus qu'avec le champ de torsion. Se dire en gros l'axe vertical s'il va à gauche à droite, alors qu'avant c'était le champ vital qui s'agrandissait ou diminuait. Et puis l'IGA, c'était compliqué, pour les batteries, c'était des batteries de 17 volts, des chars russes T72. Alors c'était pas facile d'obtenir ce genre de batterie, quoi. Et donc à la fin, j'ai pu en avoir grâce à des Ukrainiens qui avaient piqué des trucs, et puis c'était l'époque de la glasnost et puis la fin de l'empire du RSS, et que donc les Russes vendaient plein de matériel un peu à gauche à droite, les militaires pour survivre, et du coup j'ai pu obtenir finalement des batteries de T72 pour 100 chars à 100 tanks. Voilà pour l'histoire. Et il y a une version ukrainienne, parce qu'après, chacun a développé de son côté. Bon, ça date quand même, hein. C'est plutôt voilà, 2004, et puis le VIA-12, c'est plutôt 2010, quoi. Puis après, il y a eu la guerre, de toute façon, ça s'est séparé.
Ceux qui étaient amis n'étaient plus amis, chacun développait de son côté. Et après, j'ai fait des théories sur les champs de torsion. Voilà, c'est 2023. Dans l'image qui est tout à gauche en bas, c'est l'appareil en mesurant sur une carte. Et certains étaient là, c'était la mesure au Bürgenstock. On avait mesuré les failles du Bürgenstock. Et puis à gauche, c'est Anatoly, que j'avais invité en Suisse, mais qu'il faut prouver qu'il peut venir, qu'on peut l'héberger, qu'il n'est pas malade, qu'on prend en charge les assurances. Enfin, à l'époque, c'était tout un bazar pour faire venir un Ukrainien, quoi. Maintenant, c'est facile, le permis S, et puis ils sont là. Bon, lui, il est resté là. Mais il était à Kiev, il a changé pour être dans une ville plus proche de la Pologne. J'ai continué à prouver avec le GDV. Donc, toujours avec les Russes, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Les Russes étaient assez dans toutes les énergies, des appareils un peu bizarres, qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Et donc, le GDV, où j'ai fait beaucoup de mesures, plus de 2000 bilans, et puis ça a donné un livre. Ah oui, chaque fois qu'il y a un appareil, en fait, ça finit par un livre. Là, il n'y a plus d'appareil, il n'y a plus de livre. Donc, généralement, ça finit par un livre, alors que la structure vibratoire, c'est le début de l'émanoscope. Donc, j'ai commencé par un livre, c'est différent. Et donc, ça a permis vraiment de vérifier beaucoup de choses, parce que c'est un appareil qui est pas mal reproductible, il est bien pour ça. Mais ça reste très physique, ça reste limité au corporel, donc on ne peut pas faire d'expérience dans d'autres plans, voilà. Puis moi j'avais envie de monter un peu plus haut que de sauver du crâne, quoi. Et puis pour prouver, j'avais besoin du retour des scientifiques, alors là j'ai participé à des congrès où il y a Korotkov, il y a Laszlo, il y a plein de gens intéressants. Et en me disant, bah, je suis validé par les grands de ce monde, et voilà, et donc du coup, c'était bien pour l'ego, et voilà. Donc ça n'a rien donné de plus, hein. J'avais l'impression d'être validé. Et puis il y a une petite phase de biopulsar, où il y a aussi dans sciences et conscience invisible un certain nombre de choses. Bon, après il y avait ces picots au métal, ça faisait comme un peu mal pour la mesure, donc on n'a pas vraiment travaillé longtemps avec cet appareil, mais lui, la différence, GDV fait qu'une image. Le reste du GDV, c'est un peu compliqué, mesurer les lieux, les objets, les produits, ça n'a jamais vraiment donné satisfaction. Le réflexographe, lui, il mesure en continu. Donc on met la main, et quand on approche un produit sur soi, eh bien on voit la courbe qui se modifie. Du coup, on a en temps réel, comme un petit film, quoi. Alors c'était pas mal pour ça, pour voir un changement rapidement, quoi. Non pas juste une image avant-après. Donc j'avais plutôt un film qu'une image. C'est intéressant. Puis la main tout en haut, certains longs, je sais, c'est mes recherches pour refaire c'est les points de mesure du réflexographe avec les chakras du GDV. Parce qu'évidemment, chaque fois que je passais une machine, il fallait que je trouve la correspondance avec celle d'avant. Et puis il y a eu le bioscope. Ouais, le bioscope, ça c'était toute une aventure. Voilà, il a failli passer par la fenêtre nombreuses fois parce que c'est très compliqué à utiliser. Mais ça donnait des choses quand même vachement intéressantes. Et puis ça m'a surtout permis de mettre en place toute la structure qui a donné ensuite l'émanoscope. Enfin, l'LVA d'abord et l'émanoscope. Donc c'était une phase importante où on voyait les signaux et que quand on pense à quelque chose, ça c'était de l'eau d'ailleurs, on pense qu'on dynamise l'eau et les fréquences changent à l'instant, mais à l'instant. Donc quelques centaines de millisecondes, on voit que tac, le signal est différent pour certaines fréquences. Alors là, j'avais enfin quelque chose qui était un petit peu plus pointu, mais pour le reproductible, alors on voit que quand on pense à quelque chose qu'il y a un effet, ça c'est reproductible, mais l'effet lui-même n'est pas reproductible, c'est-à-dire que le produit va avoir une réaction à certaines fréquences, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Donc c'était pas simple, quoi. Et puis il fallait l'étalonner, donc suivant l'étalonnage,
c'était très compliqué à étalonner, et donc ça ne donne pas le même résultat. C'est comme une balance qu'il faut varier tout le temps de zéro, c'est très compliqué parce que c'est plus. Mais vous voyez que vous montez dessus, que l'aiguille bouge. Mais vous ne savez pas combien, quoi. Mais c'était la base de tout le reste. Par contre, là, c'est Canada et Suisse, quoi. Pour une fois, c'est pas russe. Et puis, à la fin, on a révélé, donc c'est l'émanoscope que beaucoup connaissent et dont on verra des exemples aussi. Là, la différence, c'est que toute la structure de ce monde invisible est liée surtout à l'individu, mais on peut aussi mesurer d'autres choses, on peut tout mesurer. C'est le regard que l'on porte sur la chose. Donc, quand je mesure quelqu'un, peut-être que je mesure lui, mais je mesure aussi ce que je pose de lui. Enfin, c'est pas toujours tout simple. Il faut décortiquer l'information. Mais alors, c'est d'un niveau, c'est bluffant, que c'est énorme. J'ai fait des bilans, certains ont duré 5 heures. Donc il y a de quoi parler de tous les ancêtres, tout ça. On va aller vraiment très très loin, quoi. Moi, en moyenne, je fais des bilans de 2h30. Bon, j'en fais plus, j'ai arrêté. Et il y a tout le système d'interprétation qui avait été développé par le... Mais, de nouveau, c'est pas scientifique, quoi. Et c'est pas reproductible. Enfin, pas tellement, quoi. Mais c'est pas ça qui est important. Pourquoi j'ai écrit révéler? C'est parce que qu'est-ce que vous allez dire du produit, du lieu, ou qu'est-ce que vous allez raconter à la personne? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Voilà, donc ça c'était un petit peu tout le parcours des perceptions jusqu'à prouver les perceptions, d'être reconnu par les autres pour ça, ensuite d'essayer de prouver avec des machines. Et comme les machines ne correspondaient pas à ce que je ressentais, pas toujours, bon, à la fin j'étais devenu un GDV sur pattes. Donc j'arrivais à regarder une personne, à dessiner l'aura GDV avant qu'elle soit mesurée. Et puis quand j'arrivais à devenir aussi performant que la machine, je changeais de machine. Il y a juste le bioscope, l'émanoscope que je n'arrive pas à faire parce que c'est plutôt Catherine. Donc Catherine c'est un émanoscope sur pattes, mais moi je n'arrive pas, quoi. Ouais, je suis jaloux, exactement. Alors, voilà pour tout ce parcours. Et puis là, c'est juste pour montrer que par rapport à l'illusion, parce qu'elle montre toutes les perceptions, on va voir des machines, vous allez voir tout ça, c'est qu'à la face doit coller à la réalité. Mais on peut aussi s'imaginer beaucoup de choses, et puis le cerveau, il a une tendance à faire ça très facilement. La pareidolie, c'est un phénomène qui peut être visuel, auditif ou autre aussi, mais c'est toujours qu'on voit 3 trous, ça fait comme un visage. Alors on voit un rocher avec un nez, une bouche, un nuage aussi, avec une forme de, on va dire, de sioux, voilà. Et puis, mais en fait, il n'y a rien. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait des photos en disant « Ah ben là, il y a quelque chose, c'est d'ailleurs. » Bon. J'ai aussi passé par là, puisqu'il y a un exemple avec le Sphinx dans un de mes livres. Ben, c'est juste une coïncidence, quoi. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'entité, c'est juste qu'on s'imagine quelque chose. Et après, il y a bien sûr des gens qui l'ont utilisé à des fins artistiques, comme on peut le voir. Donc il a juste mis 2 maisons, des moutons, voilà, mais on a l'impression qu'il y a un visage. Donc il y a des artistes qui se sont fait des autoportraits en jouant là-dessus. Il y a plein d'exemples avec ça. C'est une partie du cerveau, là on voit que le lobe temporal, qui fait tout ce phénomène-là. Il n'y a qu'un seul cas où j'avais vu cette photo et moi je voyais, on devine dans l'agrandissement, mais c'est pas très net, il y a une tête avec, j'ai dit, ah il y a une tête de petite fille avec le visage déformé. Et puis je dis, bon mais c'est une illusion parce que la nez de bouche, c'est pas tout à fait parfait, donc c'est déformé et voilà quoi. Puis l'autre me dit, ah mais dans cette maison, au 19e siècle, fin 19e, il y avait une petite fille avec le visage déformé qui habitait là. Donc du coup, ça m'a fait des frissons parce que chaque fois une histoire, quoi. On se dit, ah ouais, c'est pas une coïncidence, ça correspond à une réalité. Bon, en général, pas, mais là, c'était le cas. Lorsque j'ai puisé dans sa tête, est-ce que je sais pas, j'étais connecté au lieu, parce que c'était une photo. J'ai seulement regardé la photo.
il m'a raconté toute l'histoire de cette petite fille qui faisait peur aux enfants du village et qui a fini par ne plus sortir de cette maison, quoi. Donc là, on voit une entité, on la voit vraiment parce qu'elle apparaît. La fenêtre, au bas, on voit la porte-fenêtre, c'est la porte d'entrée de la maison, et c'est le carreau qui est tout en bas à gauche, hein, si jamais. On voit un peu, surtout les deux yeux, et puis il y a un truc à gauche, un peu déformé, voilà. Une tache plus foncée. C'est qu'un reflet du ciel et des arbres, on est bien d'accord. Mais ça correspondait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand ça correspond à une réalité tangible, quoi. Quelque chose qui a été vécu ou d'un objet qui est vraiment là, quoi. Voilà pour les illusions. Donc il faut se méfier de ça. Et puis il y a des illusions aussi auditives. C'est-à-dire qu'il y a des chuintements, l'eau qui coule dans une chenot, le bruit de rivière, de route, des fois. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous parle et on a tendance à entendre notre nom. Donc là, c'est le même phénomène, mais c'est auditif. Et puis je pense qu'il y a pour tous les sens, mais les plus connus, c'est visuel. Parce le visuel est quand même dominant. Après, il y a un peu les oreilles, donc voilà. Et il y en a, moi j'ai participé à des expériences où il y en a qui parlaient une langue qui n'existe pas, un peu comme de l'elfique, et puis moi j'entendais les paroles en clair. Et les paroles que j'ai entendues, je les ai vécues quelque temps après, réellement dans ma vie. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais c'est juste que son petit langage elfique a activé quelque chose dans le cerveau qui a généré tout le reste, quoi, qui était en avance dans le temps, quoi. Je ne sais pas si j'en parle dans un de mes livres, je ne sais plus, mais oui, peut-être le dernier, il y a quelque chose avec ça. C'était au Luxembourg. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas que visuel. Et puis il y a eu l'évolution, parce que ces lieux, en 2003, j'avais bien sûr mesuré, quadrillé. Moi, j'avais fini ma carrière d'architecte, donc l'architecte, c'est les mesures, les plans. Donc j'ai tout mesuré, j'ai cherché la géométrie, c'était un peu mon dada à l'époque. Après, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, ils s'intéressent à la géométrie », donc qui m'ont demandé plein de choses pour leur maison, pour construire des trucs, qui m'ont envoyé des dessins faits par des extraterrestres avec des schémas, de trucs de circuits électroniques. Enfin, j'ai tout vu, donc voilà. Parce que les gens pensent que « Ah oui, j'ai pas parlé avec les extraterrestres », c'est clair qu'avec les reptiliens, à un moment donné, c'est parti un peu, ça m'a échappé, quoi. C'est-à-dire que pour moi, les entités, ça a toujours été en correspondance avec le monde intérieur et pas dans une réalité extérieure. Alors après, avec les extraterrestres, on y croit pas, mais évidemment, les gens disent « Alors les reptiliens sont des extraterrestres ». Des extraterrestres morts. Bon, enfin, bref, peu importe, ou des extraterrestres qu'on ne voit pas, qui sont dans une autre dimension. Donc, à part créer des peurs, ça n'a rien fait de plus, et puis moi, ça m'a un peu agacé. Alors, mes dessins de reptiliens, alors ils ont fait le tour du monde dans les sites internet d'ufologie, il y en a partout. Vous êtes beaucoup aux États-Unis d'ailleurs. Mais bon, c'est trop tard, c'est parti là-dedans, je ne peux rien faire. Et puis, ils proposaient leur système de croyance. Donc là, j'ai eu un lieu qui m'a accompagné toute ma vie. À Yverdon, les menhirs de Glendy, je pense qu'il y en a plein qui connaissent. Malheureusement, les menhirs ont été relevés pas dans l'emplacement exact d'origine. Ça veut dire que des fois, ça a été déplacé de quelques mètres en créant des alignements qui n'en étaient pas. Enfin, c'était fait, à l'époque, on ne s'occupait pas de faire précis archéologiquement, quoi. Maintenant, on ne ferait plus ça, je crois, d'ailleurs, on ne les relèverait plus. Mais le relevé archéologique avait donné les pierres de canal, donc on sait où elles étaient exactement dans le sol. Donc j'avais fait des plans de géométrie, le double carré, tout ça. Et puis après, il y a eu la phase plus géologie, donc j'ai dit, oh, mais le lieu il est comme ça, parce qu'il y a plein de phénomènes. Je les sens toujours, je ne nie pas. Et après, j'ai un petit peu changé, j'ai vu que c'était un peu autre chose. Le ressenti est toujours le même, mais j'ai associé d'autres choses, et surtout l'astronomie,
l'archéoastronomie qui permettait de voir qu'en fait tous ces événements sont liés sur les levées de lune et de soleil. Je pense que c'est franchement ça qui donne la raison. Après, il y a des choses énergétiques dans le lieu en plus. Mais c'est peut-être ça qui a fait que le lieu a été choisi pour ça à un moment donné. Et après, ils ont mis les pierres. Donc ça fera un calendrier, puis en même temps, il y a sûrement plein d'autres fonctions de rituels, peut-être de soins, de beaucoup d'autres fonctions autres que juste l'aspect calendrier. Mais c'est intéressant de voir qu'au fil des années, je reviens presque à la géométrie, hein, puisque c'est des levées et des angles, voilà, en ayant passé par la petite phase plus énergétique du ressenti. Mais quand on s'appuie contre ces pierres, elles ont tout un effet différent. Je les ai toutes mesurées avec l'hypnoscope. Et c'est quand même super intéressant. Même si... Parce que l'énergie dans la pierre est toujours là. Alors, est-ce qu'elle est là parce qu'elle a été mise à cet endroit, ou est-ce que les gens sont imaginés des choses? Parce que ces pierres ont des formes. Donc une pierre qui ressemble à une femme, on dit bah, l'énergie féminine. Et du coup, on ressent un truc tout doux, tout féminin, tout gentil, tout maternel. Et puis, c'est pas faux quand on se met contre, c'est bien ce qu'on ressent. Mais c'est pas une projection des gens du XXe siècle ou XXIe siècle, quoi. C'est pas forcément... Après, moi, j'ai dit beaucoup de choses sur les lieux. Du coup, j'ai un peu imposé ma vision pour certains lieux. Et même qu'il y en a qui avaient écrit des livres sur certains lieux que j'ai refait aussi, juste pour mettre mon information sur le lieu. Du coup, ce que les gens sentent dépend du livre que vous prenez avec vous. Et des fois, j'ai croisé des gens dans des lieux en France avec mon propre livre, et puis c'était rigolo, quoi. Puis, ah ouais, il est super votre livre, c'est qui? Ah ouais, ah, c'est Franck Cardinaux, ah ouais, ah, mais c'est vachement intéressant, vous avez senti quoi? Ah, mais j'ai senti exactement le truc et tout ça. Je dis, il me regarde, il dit, ah, c'est vous? J'ai dit, oui, c'est vous. Bon, faut dire qu'au niveau de la coupe de cheveux, j'ai pas trop évolué, comme vous avez pu voir en 30 ans. Donc, à part la couleur, mais sinon, donc les gens me reconnaissent. T'as mis la couleur depuis? T'as mis la couleur? J'ai mis la couleur, ouais. Donc, c'est toujours rigolo de voir les gens sur les lieux avec mon livre, et puis que... Mais c'est pas figé, on croit que c'est figé, mais c'est pas figé, en fait. Et je pense qu'il faut que chacun trouve un peu son propre ressenti, et qu'est-ce qu'ils vont tirer du lieu, ça c'est le plus important. C'est pas de dire, ah ouais, il y a une cheminée là, ah c'est bon, je la sens. Voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais au début, c'est des fois un peu ça qu'il faut faire, parce qu'il faut s'entraîner pour améliorer le ressenti, donc c'est un passage un peu obligé. Voilà, puis après j'ai mis quelques conclusions, il n'y en a pas beaucoup. Les perceptions, c'est une projection, j'ai vu c'est beaucoup des attentes des gens. Donc si quelqu'un a besoin d'une certaine énergie parce qu'il est trop excité, et puis qu'il a besoin de se détendre, de se poser, et puis d'être bien ancré et tranquille, bah évidemment qu'il va il va pas voir une petite fille légère, quoi. Il va voir un gros nain bien dodu, voilà, avec sa chope de bière, et puis qui est tranquille et qui se détend et qui fume un pétard, quoi. Je veux dire, bah voilà l'image qu'on aura. Bah, très bien si c'est ça qu'il voit, quoi. Donc les besoins et puis les peurs, c'est beaucoup les peurs, parce que à chaque entité, un peu, il y a une peur, quoi. On a peur d'être manipulé, c'est un reptilien. Il y a chaque peur, en fait, on peut l'associer à un animal, et puis finalement à un être invisible, quoi. Et puis les perceptions, c'est toujours subjectif, ça c'est ça qui est important. Mais en fait, le monde est subjectif, parce que chacun perçoit les choses. Et puis même, c'est quelque chose qu'on vous montre, qu'on vous dit, ben, vous y croyez des fois même pas, quoi, parce que voilà, on vous dit que la Terre est ronde, et vous êtes persuadé que la Terre est plate, ben, elle est plate pour vous. Point final. C'est comment vous vivez avec cette manière de penser, quoi. Moi, j'ai rien contre. Après, ben, si elle est ronde, elle est ronde, et puis si vous voulez qu'elle soit plate, elle est plate. Après, il y a des conséquences dans la manière de penser, parce que, évidemment, c'est pas la même chose. Mais c'est toujours totalement subjectif. Donc, quand on met une cheminée rouge et puis quelqu'un dit que « Ah non, mais elle est verte », alors j'ai un peu une explication, parce que vert, c'est le cœur, rouge, c'est le sang. Donc, ok, il y a peut-être une petite correspondance, quoi. Et puis, s'il dit « Non, moi, je trouve qu'elle est brune », bon, brun, c'est du rouge avec du noir, on n'est pas très loin.
Mais brun, c'est les mollets. Les mollets, c'est le système veineux. Donc, à quelque part, ça a un lien avec le sang, avec le rouge. Donc, des fois, c'est très proche, quoi. Mais si quelqu'un dit que c'est indigo, c'est qu'il est trop concentré, et puis qu'il veut trop trouver ce que c'est, puis qu'il a peur de ne pas trouver. Alors, si quelqu'un dit c'est vert pomme, c'est qu'il manque de confiance en lui. Et donc, là, je suis sûr qu'il ne va jamais trouver la couleur. Donc, vous voyez que c'est totalement personnel. Et même si moi, j'ai décidé qu'elle était rouge, puis que certains vont trouver rouge, il y en a qui vont trouver autre chose, mais ce sera... Ce qui est important, c'est pas de dire « Ah ben c'est faux ». C'est pas ça. C'est juste pour eux. À part ceux qui ont encore ressenti que là, de toute façon faux, mais ceux qui ont du ressenti, c'est juste pour eux. Et le plus important, c'est d'expliquer pourquoi c'est juste pour eux. C'est ça. Chaque chose est totalement subjective. Et puis, des fois, ça colle comme à la réalité, donc ça, c'est bien, quoi. Si je dis qu'il y a un objet enterré ici et qu'il n'est pas là, c'est un peu embêtant. Donc moi, je dis aux gens qu'il y a un objet enterré que si je suis certain, et comme j'ai assez confiance en moi, en général, il est là. C'est tout. C'est une question de confiance en soi. Et prise de conscience, les centres d'intérêt. Oui, ça, c'est que, en fait, on évolue, on change, la vie, les événements font qu'on est un peu différent. Et forcément, les perceptions, elles sont différentes. Et puis les centres d'intérêt, c'est sûr que c'est important, quoi. À un moment donné, moi, c'était les défunts. Alors, je voyais que des gens morts partout. Je voyais plus de morts que de vivants. C'était devenu un peu pathologique quand même. Donc, je ne vous dis pas, dans la rue, je marchais en évitant les morts. C'était un peu... Ceux qui étaient avec moi disaient, tu fais quoi? Bon, mais j'évitais une grand-mère qui vient de passer. Là. Et une fois, j'ai fait un petit saut. Et il m'a dit, mais pourquoi tu sautes sur un trottoir où il n'y avait personne? J'ai dit, ah, parce que là, j'ai croisé quelqu'un qui tient un chien par la laisse, et puis comme il y a la laisse, alors j'ai sauté par-dessus la laisse. Donc voilà. Et toutes les époques étaient confondues, que je voyais des calèches dans la rue, que je retenais mon copain, je lui disais, attention, il y a une calèche, et je le tire en arrière pour qu'il ne soit pas écrasé. Donc il y avait des trucs où c'était un peu limite, où au moment on devient fou, quoi, parce qu'on ne peut plus gérer toutes ces perceptions. On a un monde totalement superposé, et ça peut devenir flippant, quoi. Voilà pour donc les centres d'intérêt. Si à la géobiologie, on capte plus les choses de la géobiologie, moi je sens beaucoup moins les choses parce que j'en fais plus depuis plus de 10 ans. Par contre, c'est plus sur les personnes, quoi. Donc dès qu'il y a un sujet, hop, on développe une perception en lien avec le sujet. Et puis toujours avec la conscience, donc oui, ça arrive des fois que ce soit un peu en avance, donc on commence à avoir peur de ce qu'on voit, au bout d'un moment on l'intègre, et puis on a moins peur, et puis ça passe, quoi. À la fin, il y a le risque, c'est qu'on a peur de plus rien, on ne voit rien, on ne voit plus rien, on ne sent plus rien. Ça peut aller jusque-là. Les perceptions, bien sûr, sont l'accès au champ quantique, donc c'est comme il y a eu dans l'introduction. Donc moi, je vois un peu deux mondes superposés, le monde physique, matériel, les molécules, la matière, les particules, voilà, la chimie, et puis un monde qui est plus d'information, d'énergie, et ces deux mondes qui se côtoient, et que, évidemment, que l'information reste une probabilité. Si chaque personne pense à un chiffre, tant que je peux deviner le chiffre, donc le chiffre n'est pas une réalité, c'est ce que la personne pense. Donc du coup, la perception, elle correspond à ce que la personne pense. Alors c'est pour ça que ça peut être dans son sens ou pas dans son sens, puisque la personne a une attente, elle a besoin de quelque chose, et puis, alors des fois, moi je suis un peu, je dis, ah oui, t'attends ça de moi, t'as envie de voir ça, de faire ça, ben non, voilà. Donc j'ai tendance à un peu contrarier les gens en répondant pas à leurs attentes, et donc ce que je vois, ce que je perçois ne correspond pas à ce qu'ils ont envie de savoir. Surtout dans les bilans, généralement on sent plutôt les choses lourdes qui posent problème que les choses qui vont bien, quoi. Alors du coup, moi ça c'est ma déformation professionnelle d'architecte, je vois plutôt les défauts, je vois plutôt une tuile mal ajustée que les tuiles bien droites, quoi. Alors je mets le doigt sur ce qui ne va pas, et puis bon, après les gens ils prennent ou ils ne prennent pas. Il y en a qui l'ont pris très mal, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Il y en a qui m'ont dit, oh, tu m'as traumatisé, j'ai mis 15 ans
Voilà, et puis il y en a d'autres qui ont dit, ah oh non, ce que tu as dit, ça m'a changé ma vie, et puis maintenant, voilà. Il y en a qui sont venus voir, et puis ils me disent, j'ai donné main, j'ai envie d'être guérisseur. Je dis, non, vous, c'est la menuiserie, c'est la charpente. Vous allez devenir directeur du Oasis de charpente. Et puis le mec, 20 ans plus tard, moi, je suis charpentier. Voilà, donc bon, pour dire que voilà, il y en a qui ont fait un peu comme j'ai dit, et puis maintenant je me rends compte que j'ai dit plein de choses, et puis que je me suis pas rendu compte tout de suite à quel point j'avais influencé les autres. Mais apparemment, c'est mon karma d'influencer les autres et de diriger vers quelque chose qui, voilà. Donc j'ai tendance à influencer les autres. Désolé, là vous êtes tous hypnotisés, c'est bon. Moi, on peut d'ailleurs pas m'hypnotiser, il y en a plein qui ont essayé. On a vu que ça marchait pas. Je pense que c'est en lien avec ça aussi. Et puis, oui, alors je finirai par ça, gérer un pouvoir toxique, parce qu'il y a plein de gens qui profitent de ça, qui voient des choses, qui font peur aux autres, en disant, vous avez ça, il y a ça chez vous, il y a 15 pailles qui se croient sous votre lit, et puis juste pour faire du business, et puis, donc là, il y a beaucoup de charlatans, bon, eux sont convaincus, mais quelque part, ils exagèrent un peu parce qu'évidemment, il y a de l'argent à faire dans ce domaine, mais comme dans tous les domaines, c'est pareil, les autres, ils font du baratin dans leur domaine. Mais dans l'invisible, c'est évidemment un grand risque parce que l'autre ne peut pas vérifier. Donc c'est facile de dire qu'on a 2555 entités dans le corps et puis après on en fait quoi. Voilà, à part faire peur. Ah oui, alors moi je les enlève et puis vous pouvez faire 10 séances puis c'est bon. Et voilà quoi. Et donc on finit dans la gouroutisation. Il y en a d'ailleurs qui sont un petit peu en procès actuellement avec ça. Donc je me suis un petit peu distancé tout ce monde. Et puis je terminerai avec dans le chemin de vie, j'ai pris, moi je suis très dans les mythologies grecques ou égyptiennes, donc voilà, avec le sphinx. Et donc on a les 4 étapes, le savoir avec l'accumulation des connaissances, les études, les livres, l'ésotérisme, la science. Donc là j'ai beaucoup lu. J'ai lu tout ce que je pouvais lire, tous les domaines qui m'intéressaient. Et puis on accumule, puis après il faut oser, il faut l'utiliser, parce que sinon ça ne sert à rien si on accumule et puis qu'on ne met pas en pratique. Donc il y a cette phase de mise en pratique, et puis d'expérimentation, oui ça marche pas, ça voilà. Donc la phase oser, je dois dire que c'était plutôt, une fois que j'ai terminé, enfin après mon parcours d'architecte, parce que quand je suis devenu géobiologue, j'avais accumulé beaucoup de capacités, beaucoup de connaissances, mais il fallait mettre en pratique parce que sinon il faut bien un métier. Et donc je me suis mis à mon compte et c'est là qu'il a fallu oser pour expérimenter, ressentir et puis utiliser pour les autres. Après il y a eu le vouloir. Le vouloir il est très lié à l'ego, à l'ambition, et donc j'ai commencé à écrire des livres pour avoir une renommée, donc c'est le parcours habituel. Voilà, on publie plein de choses, et puis on est connu, et puis plus on est connu, plus on a d'adeptes. Voilà, il y en a plein ici d'ailleurs. Et donc voilà, c'est bon. Et après on est à la phase se taire. Et se taire, voilà, c'est surtout taire l'ego. Et donc c'est plutôt l'humilité, et puis d'arrêter de vouloir forcément d'être dans la lutte, de montrer qu'on a raison, que l'autre a tort, et c'est ça. Et puis oui, il y a aussi le monde matériel, le monde vibratoire qui est aussi en lutte, et donc par contre la tendance est d'aller plutôt vers le vibratoire, parce qu'on voit que la science est plutôt dans les ondes, dans l'énergie que dans la matière. Il y a de moins en moins de matière pour tout. Donc au début les connaissances, le savoir, il a fallu écrire. Je vous explique pas au début pour faire des théories, les gens causaient peu, hein. Surtout les Romains, quand vous devez tailler dans la pierre, vous limitez un peu les caractères. Hein. Puis après, il y a eu les livres, donc les livres ont fait que ça s'est diffusé beaucoup plus. Puis après, il y a l'informatique, tout est devenu virtuel. Et plus c'est virtuel, plus on écrit. Donc, et plus on cause, et plus on a de choses à dire. Donc, moi j'ai décidé que j'avais moins de choses à dire, et que, comme il y a plein de gens qui causent, et puis que, au bout d'un moment, voilà, donc j'en suis plutôt à la phase se taire. Et donc, la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui te passionne et qui t'anime dans le monde vibratoire? Bon, j'avais déjà un petit peu préparé parce que je connaissais les questions comme tous les autres intervenants. Voilà, et puis j'aime pas les surprises, donc...
Alors, oui, moi, ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir faire des liens entre les choses. Donc, quand on voit les périodes de la vie, les âges, les organes, les vertèbres, tout ça, les systèmes de croyances, les comportements, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Tout est tellement logique que je trouve ça merveilleux. Et puis moi, c'est vrai que je trouve super passionnant de rencontrer quelqu'un et dire « bon, t'as mal » ou « ah, c'est ça, alors t'as eu ça à cet âge-là ». Et ça marche presque à chaque fois. Donc, du coup, je trouve que ça, c'est fabuleux. C'est surtout ça qui m'intéresse dans les bilans, parce que le but, c'est pas de soigner la personne, mais moi, c'est de... Je suis un chercheur, hein, je suis pas un thérapeute. Donc ça a toujours été d'avoir des gens pour pouvoir vérifier mes théories et vérifier toute cette matrice qu'on a mis en place, qui est quand même un truc juste énorme, parce que personne ne l'avait fait. Bon, personne n'a été taré de passer 30 ans à essayer d'être au point de tout ça. Voilà. Il en fallait un, ben c'est moi. Plusieurs. Ou plusieurs, oui. On va de plus en plus dans le monde des fous, hein, ça va être simple. Je me réjouis de tout ça, moi. Qu'est-ce que tu rêverais de voir exister ou que tu penses possible dans un futur plus ou moins proche, dans le domaine de la conscience vibratoire? Alors, je ne sais pas si c'est un avenir plus ou moins proche, il est peut-être lointain. Bon, je suis un peu pessimiste, parce que c'est vrai que là où va le monde, c'est peut-être un peu compliqué et qu'il y a cette opposition des deux mondes qui est quand même assez bien présente et que là, on va dans des phénomènes de pénurie de trucs qui font qu'on retourne dans les chakras du bas, dans la survie, plutôt que... Et puis bon, développer la conscience, c'est aussi venir et participer à un congrès. Si après il n'y a plus d'essence, c'est compliqué. Ouais, il y a plein de choses qui nous rabaissent et qui font que c'est compliqué. Après, qu'est-ce que moi j'aimerais? Si la bioénergie pouvait avoir plus d'impact, voilà, parce que c'est vrai que moi j'ai vu ce que ça faisait, ici il y en a plein d'autres qui l'utilisent et qui voient tous les jours qu'il y a vraiment un impact assez fort. Je ne parle pas forcément de guérison, mais il y a plein de choses qui sont liées au bien-être et qui sont immédiats en quelques secondes. Ceux qui utilisent les fichiers, ils le savent, que quelques minutes de fichier, et puis tac, le truc il est parti, quoi, la douleur est partie. Et donc je me dis que ça, c'est bête de passer à côté de tout ça, juste pour des luttes d'ego, de trucs qui... Et puis le monde actuel, il est quand même beaucoup basé sur la chimie. Mais la chimie, elle pollue la terre, elle pollue les corps. Donc il y a des gens qui meurent, beaucoup de gens meurent de cette chimie. Peut-être que les ondes... Et puis la science, elle est beaucoup dans les ondes maintenant, s'il n'y a plus que ça, quoi. Donc, à quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu le mouvement qui est amorcé, quoi. Mais c'est très lent, parce qu'il y a beaucoup de résistance, la majorité des gens ne sont pas là-dedans. Et donc, je pense que ça va prendre du temps quand même. On avait discuté hier de l'ère du Verseau, bah ouais, peut-être ça a commencé avec la Révolution française, je n'ai pas de doute, même la Révolution américaine, bon, qui est en lien avec les Français de toute façon, parce qu'ils ont participé. Mais oui, c'est des périodes très longues, alors c'est pas du jour au lendemain. Et puis dernière question, qu'est-ce qui t'aide à rester centré dans ta vie ou dans ton quotidien? Quelles sont tes valeurs fondamentales dans tes activités? Ou qu'est-ce qui te permet de rester droit dans tes bottes et ancré dans le monde actuel? Alors d'abord, je vérifie mon état avec les manoscopes. Donc même quand je crois que je suis bien centré, aligné, des fois c'est l'éclat total, donc bon, je me dis que peut-être que... Voilà. Mais je vois dans mes comportements qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, donc je me dis que oui, c'est peut-être pas ce que je pense. Ou alors c'est assez contrôlé quand je suis bien aligné. Non, maintenant, c'est vrai que je passe beaucoup de temps plutôt dehors dans le jardin, moins d'ordinateur, moins de tout ça, parce qu'il y a peut-être un peu de surdose quand même. Et puis... tranquille dans ma chambre, tranquille dans le jardin, tout seul, à désherber, pour moi c'est total, quoi. Parce que dès qu'on augmente la mise à la terre, automatiquement on se réaligne, on se centre. C'est très très efficace, quoi.